Bienvenue dans le débat sur France 24. Près de 3 mois après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Finlande et la Suède décident maintenant de renoncer à leur neutralité historique pour adhérer à l'OTAN. La Suisse serait également en train d'y réfléchir. L'OTAN pourrait même accélérer la procédure d'adhésion. Mais la Turquie s'y oppose. Erdogan s'est dit résolu à contrer cette demande d'adhésion, qualifiant la Suède de nid de terroristes. Joe Biden a reçu à la Maison-Blanche aujourd'hui la première ministre suédoise et le président finlandais. Le président américain a affirmé que la Suède et la Finlande remplissaient tous les critères pour entrer dans l'OTAN. Quand alors ces deux pays vont-ils effectivement rentrer dans l'OTAN? Erdogan peut-il finalement y mettre son veto? Quelle est la réaction de la Russie? Un élargissement de l'OTAN renforcera-t-elle la sécurité en Europe? Ou y a-t-il au contraire un risque d'escalade avec la Russie? On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Benoît Daboville. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue, chercheur associé à la FRS et ancien ambassadeur auprès de l'OTAN. En face de vous, Elena Voloshin. Elena, on ne connaît que vous sur ce plateau. Bienvenue encore sur le débat. Journaliste à France 24, correspondante en Russie. Et puis, on vous suit toutes les semaines, tous les vendredis avec Vue de Russie, votre chronique justement qui montre la propagande russe à la télévision russe. Didier Billon est avec nous, directeur adjoint de l'IRIS. Bonsoir, spécialiste de la Turquie. Bienvenue à vous également. À Washington, nous avons en duplex Marie Jourdain. Bonsoir, chercheuse invitée à l'Atlantic Council Europe Center. Bienvenue à vous également. Bonsoir. Joe Biden, je vous le disais, a reçu à la Maison-Blanche la première ministre suédoise Magdalena Andersson et le président finlandais. Le président américain soutient avec force ces deux candidatures. Vous allez l'écouter, ainsi d'ailleurs que la première ministre suédoise. La Suède et la Finlande ont des solides institutions démocratiques, des armées puissantes, une économie forte et transparente et aussi un important sens moral de ce qui est juste. Ils remplissent tous les critères de l'OTAN. L'agression à grande échelle de la Russie contre un voisin souverain et démocratique était un moment décisif pour la Suède. Et mon gouvernement est arrivé à la conclusion que la sécurité du peuple suédois sera mieux protégée au sein de l'alliance de l'OTAN. Nous bénéficions d'un très large soutien au sein du Parlement suédois. Et avec la Suède et la Finlande en tant que membres, l'OTAN sera également plus forte. Est-ce que c'est effectivement la menace poutinienne qui a poussé, on peut le dire, la Finlande et la Suède dans les bras de l'OTAN? Oui, est-ce qu'on peut le présenter comme ça? Oui, l'invasion de l'Ukraine a fait basculer les opinions dans ces deux pays. La Suède et la Finlande avaient déjà une coopération militaire très, très développée avec l'OTAN, ainsi qu'avec les autres, avec les pays baltes, et donc une coopération nordique très efficace. Mais pourquoi ça ne leur suffit plus? Parce qu'ils veulent la garantie de l'article 5, c'est-à-dire la garantie de la solidarité. Alors, ce n'est pas une solidarité automatique, comme vous le savez, mais c'est tout de même, en termes de dissuasion d'une attaque, c'est quand même fondamental. Il n'y aura pas d'avenir pacifique avec la Russie, a affirmé la première ministre finlandaise. C'est historique pour vous qui connaissez bien l'OTAN, son fonctionnement? Écoutez, nous avons eu les précédents élargissements. Il y a toujours eu des attentes et des impatiences. Il n'y a jamais eu de blocage. Et je ne pense pas que Erdogan puisse bloquer. On va y revenir. Mais sur l'intention, sur cette sortie de la neutralité? D'ores et déjà, les Finlandais et les Suédois participaient, par exemple, à des opérations militaires avec les Européens en Afrique. Donc c'était une neutralité relative. Qui avait évolué. Elle était de nature différente. Pour les Suédois, c'est identitaire. Ça fait partie de leur histoire. Pour les Finlandais, c'était un compromis pour vivre avec un voisin dangereux au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Donc les Suédois ont tout de même renoncé à leur identité. Les Suisses, d'ailleurs, pourraient leur emboîter le pas. Vous savez, ces pays évoluent. Après tout, la Suisse, par exemple, a abandonné le secret bancaire qui était partie de son identité. Alors justement, Marie Jourdain, puisque vous êtes avec nous à Washington, Joe Biden a reçu aujourd'hui donc la première ministre suédoise, Magdalena Andersson, le président finlandais. On les a vus à l'image, c'était il y a un petit instant. Il soutient avec force ces deux candidatures, Joe Biden. Pourquoi? Est-ce qu'il les pousse véritablement? Certains disent que les États-Unis auraient même fait pression.
Alors, juste avant de vous répondre, je veux juste rappeler un point qui est important pour les Suédois et les Finlandais. Ils ne parlent pas tant de neutralité à l'origine que de non-alignement ou de non-alliance. Et c'est ça qui a changé et qui, au moment du déclenchement de la guerre par la Russie en Ukraine, il y a vraiment l'idée que ce qu'on pensait, les Finlandais qui pensaient pouvoir prévoir en fait les mouvements russes ont été extrêmement surpris et c'est pour ça qu'ils se tournent aussi vers l'OTAN puisqu'ils ne se considèrent plus en mesure de prévoir. Sur le soutien américain très clair, c'est un soutien qui est complètement partagé en Europe et comme aux États-Unis comme au Canada puisque comme ce qui a été dit précédemment, la coopération avec ces pays est déjà extrêmement approfondie en termes d'interopérabilité, en termes d'exercice commun. Ça a une logique puisque ces armées se connaissent entre elles. Ça renforce la sécurité dans la zone baltique notamment. Donc c'est une logique. Après, jamais les Américains ont dit il faut absolument que la Suède et la Finlande rejoignent. C'est un débat qui était latent depuis plusieurs années, qui n'avançait pas forcément puisque c'est vraiment les opinions publiques locales qui ont fait changer la donne et l'appréciation de la sécurité régionale qui change pour ces pays-là et les États-Unis les accueillent avec enthousiasme. Mais ils ont plutôt attendu le pas finlandais et suédois. Didier Billon, il y en a un qui n'est pas enthousiaste, c'est le président Erdogan, le président turc qui, lui, alors s'oppose depuis la semaine dernière à cette adhésion. Il est revenu à la charge, d'ailleurs. On va l'écouter, le président turc. Nous sommes résolus à maintenir notre position. Nous avons informé nos amis que nous dirons non à la Finlande et à la Suède qui veulent rejoindre l'OTAN et nous persisterons dans cette voie. Cette Suède et cette Finlande sont les pays qui hébergent les terroristes chez eux, le PKK et l'YPG. Nous sommes très préoccupés par ces deux pays, surtout par la Suède qui est un foyer de terreur, un nid absolu de terroristes. Didier Billon, est-ce qu'il fait de la politique intérieure, là, le président Erdogan? Est-ce qu'il bluffe ou est-ce qu'effectivement il perçoit ces pays comme hébergeant le PKK, les Kurdes? On a du mal à comprendre. Il y a une réalité. De toute façon, il y a là une contradiction majeure, puisque je rappelle que le PKK est considéré comme une organisation terroriste et qualifiée comme telle, bien évidemment, par la Turquie, mais aussi par les pays membres de l'Union européenne, par les États-Unis. Et effectivement, nous savons qu'il y a des dirigeants du PKK qui se trouvent en Suède et en Finlande. Entre autres, il y en a aussi à Paris. Donc, de là à qualifier Donc la pourquoi Suède... viser? Il vise en particulier la Suède, d'ailleurs. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est l'actualité, parce que ces deux pays demandent leur adhésion à l'OTAN. Et que M. Erdogan pense qu'il peut se servir de ce dossier comme d'un moyen de pression. Je pense qu'il y a une partie de bluff. Il essaie de faire monter les enchères. C'est un jeu extrêmement dangereux, mais nous sommes habitués avec M. Erdogan qu'il fasse monter les enchères. C'est toujours cette difficulté avec les Turcs. Quand il y a un enjeu politique, diplomatique, international, ils tendent la corde jusqu'au dernier moment. Puis au dernier moment, on trouve un accord. J'espère que ce sera encore le cas. Donc c'est un opportuniste, là, lorsqu'il dit ça. Il instrumentalise une situation, mais surtout, ne sous-estimons pas l'importance de la lutte contre le PKK du point de vue de la Turquie et pas seulement du point de vue de M. Erdogan. Sachez bien que sur ce dossier, l'immense majorité des partis qui sont représentés au Parlement turc sont sur la même longueur d'onde aujourd'hui, à l'exception d'un, qui est le Parti démocratique d'époque, qui est le parti kurdiste. Évidemment, il n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais vous parlez d'instrumentalisation. Absolument. Benoît Dabouvial, est-ce qu'Erdogan peut empêcher véritablement cette adhésion? D'abord, je crois qu'il faut rappeler qu'il y a également un contentieux avec les États-Unis qui ont abrité Gülen lors de la tentative de coup d'État. Et à ce moment-là, il faut se souvenir que c'est Poutine qui a averti... Et Gülen est toujours aux États-Unis et les États-Unis refusent de l'extrader. Et Gülen, pour Erdogan, c'est un islamiste qui l'a trahi puisqu'il a été... Alors maintenant... il est resté dans l'OTAN, Erdogan, malgré tout ça.
Ah oui, mais parce que Erdogan est un très très bon dirigeant. Il faut le rappeler à nos téléspectateurs qu'effectivement la Turquie est membre de l'OTAN. Mais la Turquie est une diplomatie absolument remarquable. Quelquefois, nous sommes mécontents, par exemple avec la Grèce en Méditerranée, mais ils ont toujours fait des négociations de bazar jusqu'au dernier moment. Et je pense qu'actuellement, ce qu'il veut, c'est à la fois régler le problème Gulen et régler le problème des F-35, puisque les États-Unis les ont bloqués au moment où il a acheté des missiles antimissiles russes. Mais il peut bloquer... Enfin, pardonnez-moi, mais juste dans le fonctionnement de l'OTAN, on est bien d'accord qu'un pays peut bloquer sur le papier. Oui, c'est le principe du consensus. Je crois que ça serait catastrophique que dans l'émotion ukrainienne, on abandonne ce principe du consensus qui est fondamental à l'OTAN. Et nous-mêmes, nous l'avons beaucoup défendu et nous continuerons de le défendre. Donc il va falloir le convaincre, j'imagine. Elena Voloshin, la Russie a bien sûr réagi. Vladimir Poutine a affirmé que la fin de la neutralité de son voisin serait une erreur, mais pas tout à fait une menace. On va l'écouter, le président russe. C'était le 16 mai, lundi. Finlande, Suède, je voudrais vous informer, chers collègues, que la Russie n'a aucun problème avec ces États. Un tel élargissement de l'OTAN à ces pays ne constitue pas une menace immédiate pour nous, pour la Russie. Mais le déploiement d'infrastructures militaires sur les territoires de ces pays entraînera bien sûr une réponse. Donc il fait une distinction là. Hein. OK si vous entrez dans l'OTAN, mais pas question d'y avoir des militaires donc de l'OTAN. Enfin bref, subtil. Oui, Vladimir Poutine, quel est le message ? Alors, sa réaction était effectivement plus mesurée que celle que l'on aurait pu attendre lorsqu'on sait qu'il a lancé la guerre en Ukraine, que cette invasion a suivi des exigences sans précédent vis-à-vis de Washington et de l'OTAN, qui étaient que l'OTAN retire complètement, démilitarise complètement, retire ses troupes des pays qui ont intégré l'Alliance depuis 1997, que l'Ukraine s'engage à la neutralité, etc., etc. Donc on pourrait s'attendre qu'à l'heure où deux pays décident d'intégrer l'OTAN et de doubler la frontière de l'OTAN avec la Russie, qu'il ait une réaction beaucoup plus forte. La lecture que j'en fais, c'est que, bon, d'abord, dernièrement, il a tendance à ne pas réagir comme on s'attendrait à ce qu'il réagisse, et puis ensuite, tout simplement, il est tellement embourbé, il est tellement embêté avec l'histoire ukrainienne que clairement, ce n'est pas sa priorité. Clairement aussi, pour une fois, il y a une once de sincérité dans ce qu'il dit, à savoir qu'il sait que la Suède et la Finlande n'ont aucunement l'intention d'attaquer la Russie et d'avoir en cela le soutien de l'OTAN. En revanche, ce qu'il aurait pu dire effectivement, c'est que ce sont des nids de nazis, qu'ils sont instrumentalisés une fois de plus par les États-Unis pour faire que l'OTAN est cette pieuvre qui avance ses tentacules vers la Russie, etc. Toujours cette vision un peu fantasmée qu'il en présente, alors qu'on sait que les États sont souverains dans leur demande d'adhésion à l'OTAN. Donc effectivement, voilà, moi je pense que en fait cette réaction, cela n'en est pas une. Il a fait l'exercice, il a fait son devoir, voilà, mais c'est clairement pas une priorité aujourd'hui. En tout cas, il a annoncé la fin des exportations d'électricité russe en Finlande. Oui, non, mais ça c'est donc on est un peu dans les représailles en même temps. Oui, mais n'oublions pas que la Finlande et la Suède n'accepteront pas des armes nucléaires sur leur sol. De même qu'il y a d'autres pays de l'OTAN, comme la Norvège ou le Danemark. Ils ont d'ailleurs bien rappelé que c'était défensif. Ils ont eu un discours, justement, histoire d'apaiser la réaction russe. C'est cela. Le fait qu'il entame, qu'il montre un peu les muscles, qu'il y a aussi des témoignages comme quoi il y aurait des lance-missiles qui vont un peu dans la région, que ça se militarise, qu'il y ait plus de contrôle aux frontières, etc. Bon, tout ça, évidemment, c'est normal, ça participe du fait de maintenir cette confrontation, mais il n'a pas intérêt, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'a pas intérêt à faire monter la confrontation à l'heure où il ne peut absolument pas l'assumer militairement. Quant à la Finlande, d'un point de vue russe, en tout cas, je ne pense pas que dans cette velléité de reconstruction de l'Empire russe qu'il y a dans tout ce discours idéologique, y compris celui qui a précédé l'invasion de l'Ukraine, il y ait eu à un moment donné la velléité d'envahir la Finlande, bien que la Finlande a fait partie, il faut le rappeler, de l'Empire russe jusqu'en 1917, ce qui fait que dans la construction purement idéologique de Vladimir Poutine, les Finlandais auraient raison de se méfier de la Russie. Mais concrètement, il n'a pas aujourd'hui clairement les moyens de ses ambitions, ce qui fait qu'en fait, c'est presque un non-sujet d'un point de vue comme de l'autre. Et dans la zone, il garde Kaliningrad, oui, au milieu. Marie Jourdain, est-ce qu'on a parlé aujourd'hui à Washington de la menace russe, justement, avec cette adhésion de la Finlande et de la Suède, en sachant qu'effectivement, ça va ça va agrandir la frontière entre la Russie et l'OTAN. Est-ce qu'on parle de cette menace russe à Washington, possible ?
Alors, la préoccupation en réalité actuelle en termes de sécurité, elle n'est pas tant sur l'adhésion une fois effective de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN, mais de la période en fait de transition qui commence maintenant jusqu'au processus en fait de ratification de l'ensemble des États membres de l'OTAN qui peut prendre plusieurs mois puisque ça passe par les parlements des États membres en grande majorité et c'est cette période en fait d'entre-deux où la Suède et la Finlande ne sont pas dans l'OTAN, mais ils veulent la rejoindre et que c'est le moment en fait pour la Russie de potentiellement jouer d'avancer ses pions. Et c'est pour ça notamment qu'il y a énormément de discussions qui sont en cours, que ce soit au niveau bilatéral, avec d'autres États européens, avec les États-Unis, pour en fait gérer cette période assez tendue, pour convaincre, pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'agression russe. Alors on peut penser notamment à des menaces plutôt hybrides, d'attaques cyber, etc. Et à cet égard, il est assez remarquable de voir par exemple que les Britanniques, mais aussi d'autres membres de l'Alliance comme l'Islande, la Norvège, le Danemark, ont déjà assuré que la Suède et la Finlande, qu'ils seront là en termes de solidarité, tout comme la France au titre de l'article 42.7 du traité de l'Union européenne, qui oblige, qui prévoit une assistance mutuelle en cas d'agression, puisque la Suède et la Finlande sont membres de l'Union européenne. Benoît Darboville, justement pour rebondir sur ce que vient de dire Marie Jourdain, est-ce l'OTAN qui agrandit sa frontière avec la Russie, est-ce que ça représente effectivement une garantie de paix supplémentaire en Europe ou au contraire, est-ce que c'est un risque d'escalade et à la limite peut-être un risque de déstabilisation? Non, je ne crois pas. En revanche, c'est un changement très important dans la configuration interne de l'OTAN, puisque c'est quelque chose, le centre de gravité de l'OTAN va se déplacer vers le flanc Est, alors que jusqu'à présent, les Français, par exemple, les Italiens pensaient plutôt au flanc Sud. Mais donc il n'y a pas un risque d'escalade avec la Russie, au contraire, que de se rapprocher finalement de sa frontière. Je ne pense pas que les Russes... Alors qu'au départ, vous vous souvenez que c'était ça, la menace. Mais en fait. autant. Pour Poutine, c'était que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Ce qui a été dit sur la manière dont Poutine percevait l'occidentalisation de l'Ukraine est un vrai problème, y compris d'ailleurs pour une partie de l'opinion russe. Autant, franchement, la Suède et la Finlande, ce n'est pas perçu comme une menace par les Russes. Mais moi, je pense que ça va changer le concept stratégique de l'OTAN qui doit être adopté en juin prochain au sommet de Madrid. En novembre dernier, le secrétaire général avait fait un certain nombre de propositions qui apparaissent complètement hors sol aujourd'hui. C'était bureaucratisation de l'OTAN, mondialisation du rôle de l'OTAN, rapport soutien aux Américains vis-à-vis de la confrontation avec la Chine, etc. Aujourd'hui, il y a un retour sur les fondements historiques de l'OTAN, c'est-à-dire la défense de l'Europe. Et alors, cela ne veut pas dire qu'aux États-Unis, on oublie la Chine. Je crois que c'est très important de ne pas faire l'erreur de penser que l'activité actuelle de Biden vis-à-vis de l'opinion publique, il a des élections bientôt, sur l'Ukraine, veut dire qu'il abandonne la priorité fondamentale de la Chine. Mais est-ce que ce n'est pas la contradiction, justement, dit Billon, cette OTAN face à la Russie? Est-ce que ce parapluie américain est véritablement fiable? Et qu'est-ce qui sera fiable tout le temps avec Biden, avec ses successeurs? On ne peut pas dire qu'il sera fiable tout le temps, mais ce qui est très important pour la paix en Europe, c'est qu'on voit une double logique qui n'est pas totalement antagonique à ce stade, mais qui pourrait le devenir. On voit bien que la position des États-Unis à l'égard de la Russie à propos de ce conflit est une position dure. C'est-à-dire qu'ils veulent absolument affaiblir au maximum l'Ukraine. Je ne suis pas certain que ce soit exactement la position de l'ensemble des membres de l'OTAN, mais par ailleurs membres de l'Union européenne. Ainsi, par exemple, cela a été évoqué tout à l'heure, le fait que le président Macron ait évoqué qu'en cas d'agression de la Suède ou de la Finlande, la France se situerait bien évidemment à leur côté au nom de l'article 42.7 du traité de Lisbonne, est très important. C'est-à-dire que l'OTAN n'est pas forcément
unanimement derrière la position la plus radicale qui est aujourd'hui portée et incarnée par les États-Unis. Mais quelle est-elle exactement, cette position en termes de réponse? C'est-à-dire celle des Américains, celle de Biden. C'est-à-dire que toutes les déclarations de l'administration Biden et du président Biden vont tous dans le même sens. Il n'y a pas aujourd'hui de volonté de négocier quoi que ce soit. Alors, vous me direz que pour négocier, il faut à minima un interlocuteur et que Poutine n'est pas le plus facile d'entre eux. Ça, c'est une évidence. Mais pour autant, je pense que, par exemple, le président Macron, pour sa part, continue, et ça lui est maintenant reproché depuis quelques jours, il y a une petite musique en disant « mais oui, mais continue à discuter avec Poutine, ça sert à quoi ?» Mais il faut continuer à discuter avec Poutine, même si la marge de manœuvre est extrêmement étroite, alors que les États-Unis, eux, sont pour une position dure, pour mettre à genoux la Russie, ce que je pense personne n'a véritablement intérêt à faire. Vous savez, c'est un débat aux États-Unis qui remonte aux années 50, et entre contenir l'expansion soviétique ou bien essayer de casser l'URSS. Et actuellement, le secrétaire à la Défense, Austin, a laissé entendre qu'il fallait profiter de l'occasion pour affaiblir la Russie de telle sorte qu'il n'y ait plus de risque d'agression. Et c'est quelque chose que, à mon avis, la majorité des pays de l'OTAN ne partagent pas parce que ça comporte un risque d'escalade. Marie Jourdain, vous êtes d'accord? Je vous ferai réagir juste après, Elena. C'est en effet, c'est un vrai débat ici aux États-Unis et qui est lié à la Chine en réalité, puisqu'il y a l'idée, il faut avoir en tête que Biden était vice-président en 2014 quand il y a l'agression russe en Crimée, donc déjà en Ukraine, qui a contraint en fait le pivot vers l'Asie ou l'Indo-Pacifique des États-Unis en les ramenant de nouveau en Europe, parallèlement à Daesh au Moyen-Orient. Et du coup, il y a en effet dans les cercles de réflexion à Washington l'idée que c'est le moment d'affaiblir durablement, puisque sinon, dans 10 ans, on en remet une couche. Et donc c'est un débat qui est présent. Il y a des réflexions aussi sur quel est en effet l'objectif final recherché. En revanche, ce qui me paraît vraiment important de souligner ici et qui apparaît dans les débats, c'est que c'est une guerre qui est menée par l'Ukraine, avec certes le soutien des États-Unis et de nombreux pays européens, mais c'est bien l'Ukraine qui sera la seule à décider quel terme de la négociation elle veut mettre à la table au final et quelle garantie de sécurité elle va vouloir ensuite exiger de ses partenaires, quelle forme cela pourrait prendre. Mais c'est important, ce n'est pas les États-Unis ou la France qui négocient au nom de l'Ukraine, c'est bien l'Ukraine le jour où le rapport de force le permettra entre la Russie et l'Ukraine. Mais c'est définitivement un débat qui est en cours aux États-Unis et qui n'est pas forcément tranché. Elena, vue de Russie justement, est-ce qu'il y a un encerclement? Est-ce que Poutine se sentirait aujourd'hui piégé ou encerclé par l'OTAN? Ou pas? Est-ce que ça le pousserait justement à la négociation? Parce que, comme disent les Américains, il faut l'affaiblir probablement pour négocier derrière, ou pas? Alors, tout est dans le fait de savoir quelle est la part de mythe ou de conviction sincère paranoïaque du fait que l'OTAN voudrait attaquer la Russie. Puisque, évidemment, dans la construction discursive russe, l'OTAN, c'est la menace de toujours. Et c'est finalement, on fait la guerre pour avoir la paix, on attaque les premiers pour éviter d'être attaqués. C'est ça, finalement, que dit Vladimir Poutine et que fait Vladimir Poutine. Parce que, du point de vue du discours russe, on se défend. On n'attaque pas, on n'a pas agressé. On entend même aujourd'hui à la télévision russe des gens dire voilà, il faut maintenant qu'on agresse, il faut qu'on attaque l'Ukraine, il faut qu'on en finisse, parce que comme s'ils ne l'avaient pas encore attaqué, donc on est dans un mythe absolu de ce côté-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on pose cette question de savoir est-ce que le fait que l'OTAN va s'élargir, que de nouveaux pays vont l'intégrer, est-ce que cela va mener à la paix ou à la confrontation, c'est quelque part prêter foi à ce mythe, parce qu'on partirait du principe que Vladimir Poutine est dans la réaction et donc dans la défense par rapport à quelque chose qui serait offensif vis-à-vis de lui. C'est perdre de vue le fait que Vladimir Poutine est à l'initiative. Vous parliez tout à l'heure de contenir l'expansion soviétique. Aujourd'hui, on est dans cette même logique. Vladimir Poutine se place dans la directe lignée de cette stratégie, de cette politique, de cet impérialisme qui est, lui, d'étendre son territoire. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il présente l'Ukraine comme un État qui n'existe pas, qui doit être qui ne doit pas être, qui est déjà de fait, selon lui, un seul pays avec la Russie, et que finalement, c'est une erreur de l'histoire
l'histoire du fait qu'il y a un État voisin qui s'appellerait l'Ukraine. Donc aujourd'hui, il est dans cette stratégie-là purement impérialiste. Et comme il ne peut pas dire aujourd'hui, au XXIe siècle, j'étends mon territoire sur les frontières de l'Empire en menant une guerre, ça ne colle pas à la rationalité du droit international qui dit on ne fait pas aujourd'hui une guerre pour conquérir des territoires. Eh bien, le discours est de dire je suis dans la défense vis-à-vis de l'OTAN qui s'étend. Et donc finalement, poser cette question-là, est-ce qu'on provoque Vladimir Poutine? Est-ce que c'est à cause de nous? Est-ce que c'est parce qu'on intègre de nouveaux pays à l'OTAN qu'il va réagir? Pour moi, en tout cas, d'un point de vue intellectuel, c'est biaisé. N'oublions pas que quand Poutine parle de l'OTAN, il pense États-Unis. Oui, mais c'est normal qu'il pense États-Unis. Au début, non, mais attention, au début de la crise... Celui qui décide... Attendez, pardonnez-moi, Benoît Dabouille, on est bien d'accord que le boss, au sein de l'OTAN, ce sont les États-Unis. Il y a 30 membres. Pas seulement. Ils ne peuvent pas tout faire. Et on l'a vu avec la crise irakienne. Oui, enfin bon. L'OTAN n'est pas intervenue en Irak parce que... C'était pas le sujet. C'était pas le sujet. Et en plus, nous sommes opposés. Mais ce que je voudrais dire, c'est que en décembre, quand on a commencé, quand la crise a commencé, qu'est-ce qu'a fait Poutine? Il a envoyé un projet de traité dans lequel il a marginalisé et l'Union européenne, qu'il déteste, et les autres. Il s'adressait aux États-Unis. Et d'ailleurs, au départ, il y a eu un dialogue avec les États-Unis. Oui, je me souviens, on y était à Genève à l'époque. Enfin, le dialogue qui, effectivement, s'est terminé par une guerre quelques mois après, donc que personne n'a vu. Didier Billon, est-ce que, encore une fois, cette logique de bloc, parce qu'on revient dans une logique de bloc occidental face à la Russie, c'est quand même ça qui se dessine aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne logique? On sait que les pays émergents, par exemple, il y a beaucoup d'autres pays dans le monde qui se disent non alignés, qui n'aiment pas ce bloc occidental. Est-ce que c'est ça qui va tout de même garantir la paix en Europe? Alors, deux éléments de réflexion. Premièrement, cette logique de bloc, elle est malheureusement servie, alimentée par l'agression russe. Je suis pour ma part, deuxième élément de réflexion, totalement contre ces logiques de bloc qui étaient voulues par l'administration Biden avant même le 24 février. Rappelez-vous que M. Biden voulait construire le bloc des démocraties, entraîner donc ce qu'il appelle le monde occidental. Il y avait Taïwan d'ailleurs, tout de même, dans les démocraties. Oui, donc. Contre la Russie et évidemment contre la Chine. Je pense que la France, par exemple, et l'Union européenne n'ont pas totalement les mêmes intérêts que la Russie, que les États-Unis à l'égard de la Russie et à l'égard de la Chine. Donc là, nous sommes dans une situation très compliquée. Parce que, évidemment, la situation actuelle rend difficilement audibles ceux qui sont contre la logique de bloc. Parce que c'est la guerre et parce que se cristallisent ces deux blocs. Mais je pense que là, il faut faire preuve de courage, savoir prendre du recul. C'est infiniment compliqué parce qu'il y a une guerre, il y a des morts, il y a des bombardements. Mais pour autant, la politique ne se fait pas sous le coup de l'émotion. Je suis désolé de le dire. Et donc, il faut que nous sachions aussi avoir le courage collectivement de prendre le recul nécessaire pour éviter de tomber dans ces surenchères et ces logiques de bloc qui ont été déclenchées par Poutine, mais qui sont aujourd'hui alimentées par celui qui dirige l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis. Donc vous trouvez que les États-Unis font de la surenchère? Évidemment. En ce moment. Marie Jourdan, vous pouvez rebondir peut-être cette impression que les États-Unis font de la surenchère face à la Russie. Est-ce qu'on est un peu dans une séquence émotion ou est-ce que ce qui se passe aujourd'hui va vraiment structurer durablement l'architecture de la sécurité en Europe autour donc d'une logique de bloc, États-Unis OTAN d'un côté et Russie de l'autre? Alors, il y a une véritable émotion, mais je dirais qu'elle est plus importante en Europe qu'aux États-Unis. En réalité, on a vu des décisions majeures de renversement de politique étrangère en Allemagne, au Danemark, désormais donc en Suède et en Finlande, beaucoup plus finalement qu'aux États-Unis. Donc, ce serait déjà mon premier point. Je rejoins ce qui était dit sur la logique de rassembler les démocraties. Ce que j'ai trouvé remarquable depuis février dans la stratégie des États-Unis, c'est que certes, on a eu une revitalisation de l'OTAN dans son rôle premier de la défense collective de l'Europe, avec une point d'intention de ne pas que l'OTAN ne soutienne pas directement l'Ukraine, mais uniquement les États, ce qui est quand même important, mais d'aussi d'associer les autres pays non OTAN, d'autres zones en Indo-Pacifique, notamment avec le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui sont donc des démocraties et qui ont pris des sanctions beaucoup plus fortes que ce qui avait été
été le cas en 2014. Et c'est davantage en fait dans cette logique-là que je vois une confrontation de blocs. Après, ce qui est vraiment important pour les États-Unis, c'était que depuis jusqu'au déclenchement de la guerre, et je dirais même jusqu'au tournant de l'année 2021-2022, on avait une vraie volonté des États-Unis de se concentrer donc sur la Chine et d'avoir avec la Russie une relation qu'ils qualifiaient de stable et prévisible. Et c'était dans cette perspective-là qu'ils avaient réengagé un dialogue sur la stabilité stratégique, avec une vraie volonté non pas de repartir à zéro, mais d'avancer là où c'était possible et de limiter. Et c'est très important de redire que c'est bien Vladimir Poutine qui est responsable de la situation aujourd'hui et que, en effet, les États-Unis ont réagi, mais en très forte coordination avec les Européens. Et je serais un peu peut-être plus en désaccord avec mes collègues ici autour de la table, puisque jamais on a été aussi proche et aligné et en concertation qu'en ce moment. Et Navolochine, un mot peut-être sur les Ukrainiens. Sur le terrain, vous qui connaissez bien le terrain, le Donbass, quelle perception ont-ils, eux, de cette entrée finalement de la Finlande et de la Suède au sein de l'OTAN, de cette logique de bloc ? Pour parler des Ukrainiens, justement, juste pour nous écarter un peu de la Finlande et de la Suède, je voudrais rebondir sur cette question de l'émotion que j'entends de plus en plus ces derniers jours, ces dernières semaines, autour de la guerre en Ukraine, qu'il faut arrêter les émotions, qu'il faut être pragmatique, qu'il ne faut pas être dans une confrontation avec la Russie, etc. Je trouve qu'il y a une banalisation aujourd'hui de ce qui se passe, de la guerre en Ukraine, comme quelque chose de finalement, bon, ça existe, il faut qu'on fasse quelque chose, mais il ne faut pas non plus exagérer, faire de la surenchère, etc. etc. Je suis désolée, la situation est dramatique, terrible. Et ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que ce n'est pas seulement une guerre en Ukraine. C'est que le régime qu'il y a aujourd'hui en Russie, et j'en reviens, c'est-à-dire que j'y ai passé 10 ans, et j'entendais toujours en étant de l'intérieur ces discours de l'extérieur comme quoi il ne faut pas humilier la Russie, il ne faut pas rabaisser la Russie, etc. Le premier aujourd'hui qui vous le disiez, qui provoque la situation, mais aujourd'hui aussi qui provoque le fait que dans son propre pays, les gens n'ont aucune liberté, n'ont aucune capacité de se développer. Celui qui aujourd'hui a fait prisonnier son peuple en quelque sorte de la situation, c'est aussi Vladimir Poutine. Et donc on avait beaucoup de mal de l'extérieur à entendre ce discours comme quoi il ne faut pas rabaisser la Russie, comme quoi la Russie s'est amalgamée à Vladimir Poutine et que si l'on critique ou que l'on assume le rapport de force avec Vladimir Poutine, ce serait rabaisser la Russie, les Russes, etc. C'est là où je veux en venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les seuls finalement qui assument ce rapport de force avec Vladimir Poutine, ce sont les États-Unis. Parce que je pense qu'ils sont dans cette position de dire que si on n'arrête pas Vladimir Poutine, ce ne sera pas seulement aujourd'hui la guerre en Ukraine. Il est, je pense, et je suis intimement convaincue qu'il s'est posé la question autour de Vladimir Poutine d'employer ou non l'arme nucléaire, de provoquer ou non une troisième guerre mondiale. On était dans une confrontation, quand même, dans une montée de la confrontation sans précédent. Et ce qui fait aujourd'hui qu'il est freiné, qu'il est stoppé, c'est parce que militairement, il est en train de perdre du terrain. Mais s'il pouvait gagner du terrain militairement parce que les États-Unis n'auraient pas envoyé les armes qu'ils ont envoyées en Ukraine, n'auraient pas assumé ce rapport de force, aujourd'hui, il serait en train de gagner la guerre. Et les prochains à menacer, ce ne seraient pas les Ukrainiens, ce seraient peut-être les Moldaves, les Géorgiens, voire nous, les Européens. Donc en fait, voilà cette situation. Aujourd'hui, il y a un rapport de force et évidemment, de l'autre côté, la question n'est pas de savoir est-ce qu'on fait monter la confrontation ou pas, c'est est-ce qu'on est capable de résister finalement en quelque sorte à cette confrontation. Je crois que votre correspondante, l'interlocuteur à Washington, a soulevé la question des sanctions. Et c'est extrêmement important parce qu'il n'y a jamais eu autant d'unanimité derrière les sanctions contre la Russie. On n'a jamais opéré des sanctions aussi importantes. Enfin, de nombreux pays émergents ne les ont pas votées. Oui, mais souvenez-vous qu'en 2014, les sanctions étaient, quand il y a eu l'invasion du Donbass, les sanctions étaient beaucoup plus faibles. Aujourd'hui, vous avez d'un côté la moitié de la population mondiale avec la Chine, l'Inde, etc., qui ne soutiennent pas, qui ne veulent pas prendre parti, mais vous avez des sanctions qui ont un effet, qui vont, notamment sur le plan technologique, qui vont véritablement rabaisser le potentiel de la Russie pendant très longtemps. Moi, je ne pense pas que les sanctions vont disparaître très rapidement, parce que les États-Unis ne voudront pas. En revanche, en Europe, les sanctions, au-delà de la fin de l'année, où peut-être ça pèse sur le quotidien des Européens, et je pense que là, on aura un vrai débat transatlantique sur la durée des sanctions et l'objectif des sanctions. Est-ce que c'est pour en finir avec la Russie,
comme puissance, ou bien est-ce que c'est pour peser sur la décision la décision en Ukraine, ça sera sur le terrain. Vous avez parfaitement raison. Après tout, ce sont les Ukrainiens qui se battent actuellement. Donc, ça sera en fonction de l'équilibre qui sera atteint sur le terrain. Est-ce qu'il y aura une défaite des Russes? Est-ce qu'il y aura un compromis? Didier Billon. Moi, j'ai un désaccord sur la question des sanctions, parce qu'il ne faut pas avoir une vision occidentalo-centrée de ce qui se déroule aujourd'hui. En Amérique latine, en Afrique, au Moyen-Orient, il y a eu une majorité pour condamner l'agression russe. Ça, c'est un fait. Par contre, ceux qui véritablement aujourd'hui appliquent les sanctions, ce sont les pays occidentaux, plus quelques alliés en Asie, mais qui sont traditionnellement des alliés des pays occidentaux. Et c'est leur choix souverain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comprenons bien que cette volonté des États-Unis d'affaiblir au maximum la Russie risque d'avoir une conséquence qui est antinomique avec nos intérêts, c'est-à-dire de précipiter la Russie dans les bras de la Chine. Donc comme ça, nous aurons un bloc sino-russe avec le partenaire chinois en position clairement de domination. Mais est-ce que c'est notre intérêt à nous que de cristalliser... La Chine, il s'opère depuis 2014. Oui, mais là, il se cristallise, évidemment. Les Chinois sont absolument certains. Je n'ai pas dit qu'ils ne l'étaient pas, mais ils attendent que la Russie tombe comme un fruit mûr, de façon à pouvoir capter un certain nombre de connaissances technologiques que les Russes possèdent et que les Chinois ne possèdent pas aujourd'hui. Donc pour eux, c'est tout bénéfice. Mais évidemment, ils sont prudents parce que cette situation induite par l'agression russe bouleverse totalement le commerce international et ça ne va pas dans le sens des intérêts chinois. Donc évidemment, les choses ne sont jamais en noir et blanc et les Chinois sont effectivement très prudents comme à leur habitude. Ils ont raison de l'être. Marie Jourdan, est-ce qu'on parle justement à Washington de cette façon dont la Chine pourrait utiliser finalement le conflit et effectivement rendre presque dépendante de son économie la Russie, à force d'affaiblissement des Russes? Que vient de dire en fait Didier Billon? C'est en effet, ça fait partie du débat, le rapprochement sino-russe, voire des points d'attention majeurs. C'est un rapprochement sino-russe qui n'a pas finalement, je dirais, besoin des Occidentaux pour opérer. Il y aura peut-être un effet des sanctions, et c'est actuellement étudié, mais il est complètement antérieur, il a une logique, et il arrivera, j'ai envie de dire, de quoi qu'il arrive, puisqu'il y a eu la déclaration du 4 février entre le président Poutine et le président Xi. Sur les conséquences, ce que observent en fait les Américains ici, c'est finalement l'attitude de la Chine donc vis-à-vis des sanctions, puisqu'elle n'a aucune envie finalement la Chine de risquer d'être elle-même sous sanctions en exportant ou en venant aider la Russie. Et pour l'instant, on ne l'a pas vu. Donc il y a ce premier point. Le deuxième point, c'est que la Chine a beaucoup plus d'intérêt économique en Europe actuellement qu'avec la Russie. Et donc, elle veut préserver cela. Et c'est lié au premier point. Et enfin, les Américains considèrent qu'ils ont besoin d'être très ferme avec la Russie, notamment parce que la Chine observe la réaction des Occidentaux et des États-Unis en premier lieu pour le cas taïwanais. Et en tout cas, beaucoup d'experts ici américains recommandent très fortement à l'administration d'être irréprochable dans la réponse à la Russie pour que la Chine elle-même soit convaincue qu'une réponse sera aussi majeure en cas d'annexion de Taïwan, même si, il faut le rappeler, ce ne sont pas du tout les mêmes réalités entre l'Ukraine et Taïwan. Benoît Dabouville, ça pourrait être un précédent, justement, véritablement, cette réaction américaine? Non, je crois que la situation à Taïwan est complètement différente. Je ne pense pas que les Chinois aient l'intention d'attaquer maintenant, parce qu'ils savent très bien quelles seraient les conséquences sur leur commerce. On a beaucoup parlé d'une intervention possible à un moment donné de la Chine à Taïwan. D'abord, les Taïwanais ont renforcé leur défense avec l'aide des États-Unis. Et l'exemple ukrainien montre quand il y a à la fois une volonté populaire et des armes, ça peut être assez efficace. C'est ce que disait Marie Jourdain, en tout cas pour les États-Unis. Est-ce qu'on peut tout de même parler d'une possibilité de dialogue, Elena Voloshin, avec Vladimir Poutine?
Un dialogue, oui, évidemment. Parce que d'ailleurs, les Finlandais et les Suédois ont parlé à Vladimir Poutine. Oui, non, mais le fait qu'il y ait un dialogue, mais oui, c'est-à-dire que et Vladimir Poutine dit toujours qu'il est ouvert à la discussion. Sergueï Lavrov, son ministre des Affaires étrangères, dit toujours qu'il est ouvert à la discussion. Les Ukrainiens ont dit récemment qu'il n'était plus ouvert à la discussion et que tous les pourparlers étaient suspendus. Emmanuel Macron se dit ouvert à la discussion. Le dialogue, oui, mais sauf qu'il y a toujours cet espace de pourparler, de dialogue. On l'a vu aussi avec le processus de Minsk depuis 2014 et que la Russie a mené cette invasion du Donbass dont elle n'a jamais admis qu'elle y prenait part et que ses armées étaient stationnées, et que ses généraux étaient à la manœuvre et ses services secrets étaient dans la manœuvre dans la création de ces républiques populaires. Dans le même temps, il y avait les accords de Minsk, les accords de paix où la Russie disait « nous sommes extérieurs, c'est une guerre civile », etc. Donc, en fait, un illustre collègue disait on ne peut pas avoir un débat d'idées si on n'est pas d'accord sur les faits. Donc il y aura forcément un dialogue, des pourparlers, sauf que sur le terrain, militairement, Vladimir Poutine sera toujours à chercher à poursuivre ses objectifs, quel que soit le discours, quels que soient les pourparlers, quels que soient les mains tendues. Et au contraire, quelque part, les pourparlers et les formats de dialogue et les formats de discussion sont plus là pour légitimer la Russie lorsqu'elle dit « nous avons voulu la paix, ce sont les autres qui ont fait échouer les négociations, etc. » C'est ce qui s'est toujours passé jusqu'à présent, malheureusement, dans ce conflit en Ukraine. Donc on n'y est pas dans le dialogue. Non, tout se décidera sur le terrain, dans les mois qui viennent. Alors, un petit mot pour conclure. D'autres pays pourraient justement rejoindre l'OTAN. Alors, on parle de la Suisse, qui, tout d'un coup, les Suisses souhaiteraient... Vous avez déjà les Balkans qui sont en attente. Oui. C'est intéressant de penser que les Suisses, peut-être... Et puis, alors, la Moldavie, puisque la présidente moldave était aujourd'hui à Paris, elle a vu Emmanuel Macron. La Moldavie qui n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'OTAN, et qui se sent menacée par Vladimir Poutine. La Moldavie est dans une situation particulière parce qu'elle a des troupes russes sur la Transnistrie. Oui. Il y a 1000 soldats russes. Oui. Et si Poutine veut aller conquérir Odessa, il peut s'appuyer sur ses forces qui sont en Moldavie. D'ailleurs, c'était un objectif militaire au départ. C'est assez clairement démontré par les services secrets, par les sources paramilitaires qu'on a pu consulter. Il y avait cette volonté de créer un couloir vers la Transnistrie. Il y a eu quelques provocations qui nous ont laissé penser que peut-être ça allait être maintenant, et puis finalement non, parce que c'est toujours la même question en fait. La question, elle est simple. Vladimir Poutine a-t-il les moyens militaires de ses ambitions qui sont énormes? Didier Billon, oui, elle pourrait demander une adhésion à l'OTAN, la Moldavie. Du point de vue de la Moldavie, elle demande une adhésion à l'Union européenne déjà. Emmanuel Macron a parlé de confédération. Sur la Transnistrie. Quant à la Suisse, je vois ça avec un peu plus de recul et je pense que c'est un effet médiatique actuel. Vous êtes sûr? Parce que manifestement, dans les sondages, tout d'un coup, les Suisses ne seraient plus opposés. Les Suisses. Et d'ailleurs, ils ont accepté, ils ont également adhéré aux sanctions à l'égard de la Russie, ce qui a aussi servi de première. Référendum, je pense que le résultat serait sûrement négatif. Oui. Et les Suisses ont beaucoup à se faire pardonner sur les trafics, y compris avec les oligarques. Et donc, ils ont tout à fait intérêt à se montrer. Les Suisses réagissent avec émotion à ce qui se passe en Ukraine. C'est de l'émotion, ce n'est pas de la stratégie. En tout cas, ce n'est pas une volonté d'adhésion de la part des Suisses. C'est comme les Anglais qui font beaucoup de bruit, etc. Mais les Anglais avaient à Londres Londongrad et tous les oligarques, avec un statut spécial. Là, Boris Johnson est allé voir les Suédois, les Finlandais pour leur dire qu'il allait leur garantir justement une aide militaire. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Donc affaire à suivre, puisque le sommet de l'OTAN c'est fin juin, n'est-ce pas, à Madrid. Donc on saura effectivement si ils entrent effectivement dans l'OTAN, la Finlande et la Suède. Merci. Merci, un petit mot dernier. Non, je veux dire, et si l'OTAN reste une alliance défensive consacrée à l'Europe ou si c'est une OTAN mondialisée? Et voilà, ça restera effectivement le débat stratégique au sein de l'Alliance. Benoît Daboville, merci beaucoup. Merci Didier Billon. Merci Elena Volochine. Merci à vous. Marie Jourdain, vous étiez avec nous en direct de Washington. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.